Voilà. Effectivement, du coup, moi, je devrais ensuite vous laisser. Je participe à une réunion en parallèle. Donc, quelques mots simplement pour démarrer ce webinaire. Déjà, en commençant par vous dire bonjour à toutes et à tous et pour vous remercier également à chacun de prendre un peu de temps pour participer à ce nouveau webinaire, donc dédié cette fois au service à la personne. Un secteur prometteur. De plus en plus d'entrepreneurs souhaitent exercer une activité à forte utilité sociale et les services à la personne, justement, répondent à cette attente forte, en aidant les familles dans leur quotidien, que ce soit avec la prise en charge d'enfants, le maintien à domicile et bien d'autres choses encore. Les vertus sociales qui sous-tendent ces métiers sont de plus que jamais d'actualité au regard de la crise sanitaire que nous traversons. On en a plus que jamais besoin. Et quelle belle aventure, semble-t-il, que d'entreprendre pour se mettre aussi au service de ceux qui peuvent en avoir besoin. Pour vous y aider, vous aurez la chance d'écouter, d'entendre, de pouvoir du coup, profiter de l'intervention de Monsieur Piette et de Madame Tenou, si je prononce bien. Parce que c'est aussi le but de cette série de webinaires, d'aider les porteurs de projets dans la réalisation de leurs idées de création ou reprise d'entreprise. Au-delà du webinaire, alors c'est vrai qu'on est peu nombreux, mais Alexandra le disait en préambule, ce sont des webinaires qui sont enregistrés et on arrive quand même à avoir pas mal de vues après la tenue des webinaires en direct. Donc c'est aussi important de savoir qu'on touche d'autres personnes une fois que la séance est terminée. Quoi qu'il en soit, gardez bien en tête que de nombreuses structures d'accompagnement, dont Actif fait partie bien évidemment, sont là pour vous accompagner et vous aider dans la mise en œuvre de vos idées. Pas simplement à l'occasion de ces webinaires, tout au long de votre processus de création d'entreprise. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Je vais vous laisser entre les mains expertes. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire experte de notre animatrice en chef, donc Alexandra, qui en est quand même à son 10e webinaire animé depuis le début de l'année. Et il en reste encore. Donc, une belle expérience, Alexandra. Et je vous laisse également, bien évidemment, avec nos intervenants du jour. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et une bonne matinée. Alors, merci Julien. J'avais coupé le son. Oui, belle expérience, surtout que je ne m'y attendais pas du tout. Merci. C'est toujours ça. Les meilleures expériences, c'est celles qu'on n'attend pas. Ah, ça c'est certain. Merci Julien. À plus tard. Bonne matinée. Merci. Alors, donc j'ai remarqué qu'on avait un petit peu des soucis de son, donc on va faire attention de bien articuler et de ne pas parler trop vite dans les micros. Donc j'ai posé la question dans le chat, voir si tout le monde entendait bien, donc n'hésitez pas s'il y a des soucis de son à nous l'indiquer. Donc je vais partager le PowerPoint. Alors, voilà, on va prendre celui-là. Voilà, vous le voyez bien? Oui. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler du service à la personne, un secteur porteur, donc une diversité d'opportunités près de chez vous. Donc avec Bernard Piette, consultant, et Nicole Tenou, consultante au sein de l'ECTI. Et nous avons également Claire Bergeron qui va apporter quelques éléments complémentaires à la présentation d'aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole, Bernard. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce que nous vous proposons ce matin, c'est de balayer effectivement quelles sont les activités liées au service à la personne. Donc, je vous propose ce plan-là de dire d'abord de quoi on parle et de voir le contexte. Donc, après cette présentation générale, si vous avez des questions, on pourra faire un petit tour d'arrêt. En deuxième partie, nous verrons quels sont les modes d'intervention, c'est-à-dire en fait quel type d'activité, à quelles conditions les entreprises peuvent être créées. Et dans une troisième partie, nous verrons les conditions de travail spécifiques à ce métier de service à la personne. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite. Voilà. Dans un premier temps, quand on parle de service à la personne, j'ai repris
la définition officielle qui est sur un site national du ministère, et c'est important de lire cette définition. Donc, les services à la personne, vous voyez d'abord que c'est un pluriel, 26 activités qui sont exercées à domicile. Donc, ce qui est important, c'est que le lieu de l'activité, c'est celui de vos clients. Donc, ces activités facilitent la vie quotidienne des familles. Donc, il peut y avoir une intervention pour une personne donnée dans une famille, dans un contexte familial, pour l'accompagnement des enfants en bas âge, donc ça c'est une des cibles possibles, des personnes fragiles, âgées ou handicapées. Donc les cibles auxquelles on s'adresse, ce sont les enfants en bas âge, souvent moins de 3 ans, des personnes fragiles, âgées ou handicapées, et donc il faut retenir que donc on parle de services qui s'exercent à domicile. Alors, ces services permettent d'assurer un équilibre de vie de famille et de vie professionnelle. Ce qui est important, c'est effectivement de dire qu'il y a, du fait de ces difficultés, des accompagnements qui sont faits sur le plan familial, et le fait d'avoir des services extérieurs permet aux familles de souffler et de trouver un équilibre de vie le meilleur possible. On délègue certaines tâches qui sont récurrentes du quotidien, par exemple la toilette ou des choses comme ça, des choses très, très pratiques. Et puis accompagner et faire assister ses proches, donc les enfants, des personnes fragiles, âgées ou souffrant de handicap. Voilà le type de service. Et donc la vocation de ces actions, c'est de favoriser l'autonomie. Donc, ce point-là est un élément important parce que quand on s'adresse aux personnes qui souffrent de handicap ou de baisse d'autonomie, on a besoin de mesurer la capacité de la personne à être autonome ou pas. Et donc, c'est un élément sur lequel on reviendra plus tard. Faciliter la mobilité. Bon, mais si on parle par exemple de handicap physique, il peut y avoir des personnes qui ont des restrictions de mobilité par un fauteuil roulant ou des choses comme ça. Donc, des mobilités aussi par rapport au domicile et les services qui sont nécessaires à la vie. Et puis, faciliter l'intégration sociale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des activités qui aident à créer le lien ou à maintenir le lien social entre la vie personnelle et l'environnement. Voilà. J'espère que vous entendez à peu près bien parce que tout à l'heure, la liaison n'était pas terrible. Bon. Ouais. Yacine ou Florence, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez dire un petit peu où vous en êtes sur votre parcours sur cette voie-là. J'ai vu qu'il y avait… Bonjour. Oui. Voilà, bonjour, j'avais pas de son jusqu'à présent, donc c'est pour ça que je me suis branchée sur un ordinateur et là, tout va bien. Voilà. Je crois qu'il m'embête là depuis tout à l'heure. Alors, j'arrive pas à remettre l'espace discussion. Je coupe 30 secondes. Ah, ça y est. J'ai un petit souci de… Tout est parfait. OK, merci. Juste, je reteste. C'est bon, merci. Donc, voilà, je continue à présenter le contexte général. Donc, quand on parle des métiers des services à la personne, vous voyez qu'il y a 3 catégories de métiers, mais tout ça représente 26 activités qui sont répertoriées. Alors, la première catégorie, ce sont les métiers pour la famille et les personnes fragiles. Globalement, vous voyez que les intitulés correspondent à des métiers à caractère un peu sociaux, aide psychologique, auxiliaire de vie sociale, garde d'enfants à domicile. Opérateur téléassistance et technicien de l'intervention sociale et familiale, ce sont des métiers assez spécifiques qui supposent d'ailleurs des formations plus ou moins particulières. Le deuxième type de métier, c'est les métiers de la vie quotidienne. On peut dire que ce sont des métiers qui ne sont pas spécifiques au service à la personne, mais
qui s'adresse au service à la personne. Donc, si vous regardez bien, donc les agents d'entretien de petits travaux et de jardin, vous pouvez avoir ça pour n'importe qui. Hein. Donc, surveillance de domicile, service administratif, informatique, cuisine à domicile. Donc, vous voyez que les métiers dont on parle ici ne sont pas spécifiques au service à la personne, mais du fait du contexte auquel on s'adresse, il y a des conditions particulières d'exercice de ces métiers. Et puis, la troisième catégorie de métiers sont les métiers de direction et d'encadrement. Donc, on s'adresse plutôt à des créations d'activités, soit sous forme d'entreprise, soit sous forme d'association, avec des formes de structures différentes, donc des missions particulières de direction, de responsable de secteur, d'assistant ou de responsable de secteur. Voilà. Ces 26 métiers, ce sont des métiers qui sont définis au niveau national. Donc, si vous allez sur le site national, vous pourrez voir plus précisément ce qu'il y a derrière chacun des mots. Alors, maintenant, au niveau du contexte du service à la personne, en France, vous voyez qu'on comptait autour de 42 000 organismes dédiés au service à la personne, dont 80%, ça varie entre 75 et 80%, ce sont des entreprises. Et beaucoup de ces services à la personne sont des micro-entreprises, souvent des entreprises individuelles. D'accord. Justement, Bernard, par rapport à ça, donc il y a Yacine qui est actuellement auxiliaire de vie depuis 3 ans. Oui. Mais peut-être que vous allez l'aborder un peu plus tard, est-ce qu'il pourrait se lancer en micro-entreprise pour Absolument. Pour se lancer, quoi. On va revenir après là-dessus. Parce qu'en fait, il y a différentes manières d'intervention et c'est pour ça que c'est important de camper un peu le contexte général. La situation en Vaucluse, si on regarde bien les personnes auxquelles on s'adresse par rapport à la population globale, on peut considérer qu'il y a 32% de la population en Vaucluse qui est susceptible de service à la personne. Un tiers de la population. Donc ça, c'est énorme. Évidemment, une partie de ces personnes sont prises en charge par des structures institutionnelles dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais je prends juste un exemple, celui des EHPAD par exemple. Donc ce sont des structures tout à fait organisées et qui prennent une partie des services qui sont nécessaires pour les personnes dont on parle. Mais il y a beaucoup de trous dans la raquette et donc il y a beaucoup d'opportunités de création ou en tout cas de soutien de ces activités. Au niveau de la COV, donc j'ai juste cité ici des structures qui existent sur Carpentras, ASAE, Soleil à domicile et la DMR. Mais bien sûr, il y a également des emplois sous forme de CESU. Alors on va revenir derrière, mais de façon simple, les CESU, ce sont en fait des contrats d'emploi qui ce sont les personnes utilisatrices de vos services qui vous déclarent comme salariés. Donc vous proposez vos services à une famille, à des personnes, et ce sont elles qui déclarent vos activités. D'accord. Donc on va revenir là-dessus après, mais voilà. Juste une question, donc quand tu parlais de ASAE, Soleil à domicile et ADMR, ce sont des associations? Ce sont des associations. D'accord, ça fait partie des 15% de l'association. Voilà. Mais ces associations offrent des services, par exemple, de repassage, de nettoyage familial, etc. Enfin, on va revenir sur ces activités après. D'accord. Alors, pour terminer la présentation générale, on peut dire que le marché des services à la personne est un marché en croissance. Et donc, les besoins qui existent aujourd'hui sont des besoins qui vont aller en évoluant. D'abord parce que les personnes âgées, pour prendre cette catégorie de personnes,
sont de plus en plus nombreuses et vivent de plus en plus longtemps et souhaitent rester de plus en plus longtemps chez elles. Et donc, le fait que les personnes âgées notamment puissent être accompagnées à domicile est un élément qui leur permet un certain confort avant de passer dans des organismes institutionnels dont je parlais tout à l'heure. Donc, sur cette question-là, c'est clair que ce marché est de plus en plus important. Le deuxième élément, c'est que les besoins des services vont également en croissant. Je prends juste un exemple. Si on pense à tout ce qui est lié à l'informatique, et donc le fait de pouvoir communiquer à distance, ce sont des outils de présence sociale, d'être en relation avec le monde qui nous entoure, qui sont de plus en plus indispensables pour des tas de choses. Déclaration d'impôts, lien avec la médecine, etc. Et donc, les personnes qui bénéficient de ces supports, qui utilisent ces supports, n'ont pas forcément les compétences nécessaires. Et donc, le fait d'avoir des services à la personne qui facilitent l'emploi de ces supports technologiques modernes, entre guillemets, de plus en plus indispensables à la vie quotidienne, offre des opportunités d'assistance et de création. Le troisième point que je voulais souligner dans notre contexte de la Provence et de la COV, c'est qu'on a une saisonnalité d'activité relativement importante, notamment avec les périodes estivales, mais pas seulement. Et ça crée aussi un volume d'activité qui peut être variable. Et j'ai accompagné personnellement des personnes qui offrent des activités de soutien aux personnes qui viennent dans des résidences secondaires avec des personnes handicapées et qui ont besoin d'assistance ponctuelle. Voilà. Et puis, dernier point par rapport à ces saisonnalité, c'est conjoncturel. On voit bien qu'avec la crise actuelle, les gens travaillent de plus en plus chez eux et ont besoin de liens sociaux, de livraison, de choses comme ça, pour vivre convenablement tout en gardant un emploi, etc. Donc, il y a en fait beaucoup d'opportunités d'activités qui existent aujourd'hui. Alors, quand on parle de service à la personne, vis-à-vis de la création d'entreprise, il y a une partie de l'activité de création d'entreprise qui est totalement commune avec une création d'entreprise classique. Donc, c'est ce que j'ai écrit sur le mot similitude. Je vous laisse lire tranquillement chacun des mots. En fait, ce sont les composantes de la création d'entreprise, de toute entreprise. Mais il y a aussi des aspects spécifiques. Et là, ce qui est spécifique, c'est qu'on s'adresse le plus souvent à des situations de fragilité ou de dépendance. Et donc, en plus ou à côté des aspects techniques de compétences, il y a des aspects psychologiques et éthiques qui sont liés au fait que les personnes auxquelles on s'adresse ont besoin de considérations particulières du fait de leur état, soit de très jeunes enfants, soit de personnes qui ont des fragilités liées au handicap ou à l'âge. Donc, c'est un aspect un peu spécifique sur lequel on reviendra un peu plus tard. Et puis, donc, il y a des précautions, des contraintes juridiques qu'il faut prendre en compte et dont on verra après de quoi il s'agit. Donc, voilà le contexte général. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un volume d'activité qui va croissant. Structurellement, il y a des offres qui existent aujourd'hui, mais elles ne couvrent pas tout, et donc il y a des possibilités d'activité. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à cette introduction, enfin plus qu'introduction, une présentation générale? Alors, pas pour l'instant. Donc, on a Nat qui nous a rejoint. Donc, je pense que c'est Nathalie. Donc, bonjour Nathalie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à la poser dans l'espace discussion. On les traite au fur et à mesure. Yacine, vous souhaitez
Vous souhaitez partager quelque chose ou vous avez une question en particulier? Non. Votre micro est ouvert, donc vous pouvez parler. Oui. Ça fonctionne ou pas? Oui, ça marche. Tout à fait. Ah, d'accord. Non, je trouve que c'est intéressant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de services qu'on pouvait présenter donc, aux personnes. Donc voilà, je suis intéressé pour savoir plus. Et voilà, c'est tout. Ok. Bah, écoute, on va poursuivre la présentation et vous allez en savoir un peu plus. Après, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser. D'accord? Voilà. Juste sur la forme, donc j'ai fait une présentation assez détaillée. Je vous laisserai le soin de relire ça tranquillement une fois que vous aurez la présentation en copie. Donc, sur la deuxième partie, les emplois, les modes d'intervention, vous voyez qu'il y a 3 types d'intervention. Le premier, ce que j'ai appelé emploi direct gré à gré. En fait, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc c'est la forme juridique de CESU ou d'entreprise. Donc, dans ce cadre-là, vous voyez que c'est le particulier qui emploie l'intervenant à son domicile pour des prestations de services à la personne. Donc, l'idée, c'est que les familles, les personnes qui appellent la personne veulent avoir le service, définissent de quelles activités on va parler. Donc, ça peut être dans des domaines correspondant au métier que j'ai évoqué précédemment. Dans ce cadre-là, la personne qui intervient est salariée de son client, quelque part. Donc, elle est recrutée, rémunérée et déclarée par le particulier. Et nous verrons tout à l'heure que ça a une incidence fiscale pour les personnes qui utilisent ce type de service. Donc, le CESU, c'est le chèque emploi service universel. C'est un document qu'on trouve très facilement sur Internet qui vaut contrat de travail. Mais on recommande qu'il y ait un contrat de travail qui soit formellement établi, qui précise un petit peu les termes des prestations qui sont attendues et notamment des durées, des moments où ça se fait, etc. Parce que on verra tout à l'heure, mais c'est vrai que le service à la personne vient complémenter la vie de tous les jours. Donc ça peut être au lever, ça peut être au coucher, ça peut être pour les repas de midi. Donc il peut y avoir des interventions qui, dans le temps, ne sont pas continues. Donc ça, c'est un élément qui fait dire que un contrat de travail en bonne et due forme, même simple, est quand même recommandé. Et le dernier point que je voulais souligner à propos des CESU, c'est que comme la plupart des interventions se font de manière à temps partiel, rien n'interdit d'avoir plusieurs contrats avec différentes familles. Donc, et c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe. Donc, premier mode d'intervention, en fait, vous êtes salarié de vos clients, sous forme, donc, avec le cadre juridique du CESU. Deuxième contexte, c'est la création des franchises d'organismes de service à la personne. On va revenir un peu plus en détail là. Donc là, on est sur une création d'entreprise ou une création d'association ou d'organisme public qui doit être déclaré pour que le client bénéficie des avantages fiscaux. On verra dans une autre partie en quoi ce type d'activité peut être intéressant à la fois pour l'entreprise et pour les bénéficiaires sur le plan fiscal et sur le plan des charges sociales. L'exercice se fait en mode mandataire. Donc, le particulier recourt à un organisme pour des tâches définies. Et donc, le service mandataire va rechercher les candidats, va recruter, va embaucher, va faire
toute l'administration des personnes qui sont adressées à telle ou telle personne. Et les services prestataires, donc là, on achète une prestation à un organisme et l'intervenant étant employé de l'organisme. Donc, ça rejoint le troisième point que je mets ici en bas de cette slide, c'est qu'il peut y avoir des entreprises qui sont sous-traitantes ou prestataires. Je prends un exemple. Si vous avez une activité de jardinage, par exemple, vous pouvez avoir une activité classique auprès d'un certain nombre de clients. Et puis, il peut y avoir des entreprises d'aide à la personne qui vous sollicitent comme sous-traitants pour répondre à des besoins spécifiques des personnes dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous avez une partie de votre activité en entreprise classique et une partie qui est liée à un organisme qui va vous aiguiller vers des services à la personne, mais pour des activités dans les métiers que vous pratiquez par ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire une partie de l'activité en tant que prestataire, vous le faites au bénéfice d'un organisme, alors que par ailleurs, vous êtes entrepreneur classiquement. Voilà. Donc, je crois que c'est important de se dire que vous avez ces différentes possibilités d'orientation dans vos activités. Dans le slide suivant, je vais peut-être laisser Claire, si elle le veut bien, le présenter. Ça précise un petit peu les aspects juridiques. Alexandra, tu peux passer. Voilà. Voilà, donc effectivement, pour exercer dans les services à la personne, il y a trois façons de pouvoir exercer. Donc, la première, c'est la déclaration. Cette déclaration n'est absolument pas obligatoire, mais comme l'a dit Bernard précédemment, cette déclaration permet aux organismes et à leurs clients de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qu'on va vous préciser tout de suite après. La procédure de déclaration est très simple et elle se fait en ligne de façon immédiate. La deuxième façon d'exercer, c'est l'agrément. Alors, il faut savoir que depuis la loi adaptation de la société au vieillissement qui date de décembre 2015, tous les services d'assistance aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, que ce soit l'assistance aux gestes de la vie quotidienne, que ce soit les activités de déplacement à l'extérieur du domicile, toutes ces activités qui sont exercées en mode mandataire relèvent de l'agrément. Donc ça, vous avez obligation, si vous souhaitez intervenir auprès de ces personnes dites fragiles en mode prestataire, vous devez absolument faire une demande d'agrément. Cette procédure, elle se fait à partir d'un cahier des charges qui est extrêmement précis et contrairement à la déclaration, ça n'est pas quelque chose qui est immédiat, il faut un délai d'instruction par les services déconcentrés de l'État. Donc ça, c'est également à prévoir dans votre façon d'exercer. La troisième façon, c'est l'autorisation. Et donc là aussi, depuis cette réforme d'adaptation de la société au vieillissement, toutes les activités d'assistance aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, mais là qui sont exercées en mode prestataire, c'est-à-dire que c'est l'organisme qui est l'employeur de l'aide à domicile, ça relève de la procédure d'autorisation. Cette procédure qui est délivrée par le conseil départemental. Donc, il est vraiment nécessaire de vous mettre en relation avec les services du conseil départemental pour connaître les pratiques en matière de délivrance de ces autorisations. Et il faut savoir que sur le département du Vaucluse, actuellement, il y a un schéma départemental de l'autonomie qui a été écrit et qui court jusqu'en 2022 et qui précise qu'il n'y a plus
de délivrance d'autorisation pour les nouvelles structures d'aide à domicile. Donc ça, c'est jusqu'en 2022. Donc il conviendra, après 2022, de vous mettre en relation avec les services du conseil départemental pour connaître les modalités de délivrance de cette autorisation. Voilà les 3 modes d'exercice des services à la personne. Merci Claire. Donc, ce qu'on vient de dire a des incidences fiscales et financières et fiscales, d'abord pour les entreprises et après pour... oui, Alexandra? Oui, excuse-moi. Est-ce que pour vous, c'est assez clair, les informations qui sont données? Yacine, Nathalie, je pense que c'est Nathalie, Florence? C'est assez clair pour vous? Oui, 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 ça va. Merci. Voilà, si vous Merci. Bon. N'hésitez pas à poser des questions complémentaires. Merci. Je te laisse la parole, Bernard. Merci. Voilà. Donc, les 2 slides, celui-ci et le suivant, présentent donc les aides financières et fiscales, d'abord pour les entreprises et les associations, et un suivant présente les aides financières et fiscales pour les personnes accompagnées. Donc, pour les entreprises, vous voyez qu'il y a un impact sur la TVA. Et le taux de TVA applicable est donc réduit, mais vous voyez que c'est pour des activités qui sont précisées. 5,5% de prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes âgées et handicapées. Donc ça veut dire que l'activité que vous exercez doit être tout à fait typée. 10% pour les services à la personne nécessaires à la vie courante pour tout public. Donc ça, c'est pas que les personnes âgées, mais ça peut être aussi les enfants. Et taux de TVA normal de 20% pour les activités, je dirais, classiques. Vous voyez, petits travaux, jardinage, cours à domicile, gardiennage, etc. Voilà. Donc, les avantages fiscaux, c'est essentiellement pour les 2 premières catégories. Ça, ce sont pour les entreprises. Pour les associations, vous voyez qu'il y a une exonération de TVA pour les prestations, donc les 2 premières catégories que je viens de présenter au-dessus. En ce qui concerne les entreprises et les associations, il y a des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale. Donc ça, c'est important. Pour les aides à domicile employées, pour la garde d'enfants handicapés ou l'assistance des personnes âgées ou handicapées. Donc, l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, c'est avec l'URSSAF. Et donc, c'est effectivement un élément important par rapport à la charge de l'entreprise. Voilà pour ce qui concerne les aides. Pardon? Non, vas-y. C'est des petits soucis, je pense, de réseau de temps en temps. D'accord, excusez-moi. Donc, sur la partie financière et fiscale pour les bénéficiaires, les clients, donc la première chose, c'est le crédit d'impôt et l'aide à domicile. Tout à l'heure, je parlais des CESU. Donc, l'avantage fiscal, c'est sous forme de crédit d'impôt sur le revenu. Le crédit d'impôt, c'est égal à 50% des dépenses engagées pour les prestations de service à la personne. Donc ça, c'est un élément très important, puisque si la personne est imposable, vous pouvez avoir, par rapport au service rendu, service à la personne, 50% des dépenses qui viennent minorer l'impôt. Et donc, les services à la personne, prestations de livraison de repas, livraison à domicile et accompagnement véhiculé font partie des éléments qui donnent lieu à ce crédit d'impôt. Donc, c'est très important parce que ça veut dire que quand vous allez voir, entre guillemets, un client de service à la personne, ça peut être un argument de décision pour lui, suivant sa situation financière, pour dire je prends ou je ne prends pas le service. Donc, c'est important pour vous, dans votre offre commerciale, de pouvoir argumenter autour de ce point-là.
Deuxième élément, c'est les aides financières pour les seniors. Donc là, ce sont des aides personnalisées d'autonomie pour accomplir les actes essentiels de la vie courante ou si leur état nécessite une surveillance régulière. Je pense par exemple, tout à l'heure on parlait de télésurveillance, ça fait partie des éléments qui peuvent être pris en compte comme activité pour des allocations de la personne qui souffre de handicap. Et puis des aides de caisse mutuelle et de retraite qui sont des services d'action sociale. Donc, selon que la personne cotise à telle ou telle caisse, il peut y avoir des aides qui sont apportées pour ce service à la personne. Donc ça, il faut encourager les personnes que vous accompagnez à se renseigner auprès de leur caisse d'assurance mutuelle et de retraite pour savoir de quoi elles peuvent bénéficier en termes financiers. En ce qui concerne les aides financières pour les personnes en situation de handicap, donc là, il y a deux catégories. Il y a les prestations compensation de handicap, sont des aides financières versées par le département, destinées à rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie. Et puis, les aides, les allocations aux adultes handicapés, qui permettent de garantir un revenu minimum pour faire face aux besoins de la vie courante. Donc ça ne dépend pas de votre prestation, mais ça dépend de la situation de la personne que vous accompagnez. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a une partie des aides qui sont liées à la démarche personnelle de la personne ou de la famille pour bénéficier des aides. En plus de ces aides, je dirais, générales, il peut y avoir des aides financières qui sont locales, soit qui émanent du conseil régional, soit qui émanent du conseil départemental, soit même des communes. Donc là, j'encourage par exemple à aller voir ce qui se passe au niveau des CCAS, des services qui sont liés aux mairies, parce qu'il y a un certain nombre de services qui sont développés par les mairies, par exemple le portage de nourriture à domicile, des choses comme ça. Mais ça peut être important pour les personnes de savoir à quoi elles ont droit et à quelles conditions. Donc, sur le plan fiscal et financier, ça peut être assez multiple. Et je vous encourage à bien préciser en fonction des prestations que vous entendez développer, à vous renseigner pour dire qu'est-ce que je peux recevoir moi en tant qu'entrepreneur, mais qu'est-ce que je peux conseiller ou en tout cas poser comme question à mes clients pour que eux bénéficient des supports de façon à faciliter vos services. Voilà ce que je voulais dire au niveau des modalités d'intervention et des conditions de l'activité. Est-ce que c'est à peu près clair, même si ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est les aspects juridiques et fiscaux qui sont liés aux créations d'entreprises de cette nature-là. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, on n'a pas de questions. Pas pour le moment. Est accompagné la première année. Pardon, Yacine? Est-ce qu'on est accompagné la première année? Vous-même, en tant qu'entreprise? Oui, par rapport à toutes ces informations juridiques et financières. Oui, alors, bon, nous faisons partie d'une association qui aide à la création d'entreprises, mais on intervient souvent avec des partenaires comme le RIL, qui est donc la pépinière d'entreprise basée à Carpentras, ou avec l'initiative Ventoux, qui interviennent dans les créations d'entreprises et qui apportent aussi du financement par rapport aux activités. Alors, nous, ECTI, on ne va pas vous aider particulièrement sur le plan juridique. Je pense que c'est plus intéressant d'aller voir avec le RIL. Moi, je travaille assez étroitement avec le RIL pour différentes occasions. Et par contre, travailler sur le fond, sur, je dirais,
ce qui est de l'ordre de la communication de votre entreprise, sur la nature du service, le marché à qui vous allez vous adresser. Ça, on peut travailler plus sur les aspects, je dirais, du métier. Hein. Voilà. Par contre, sur le plan juridique et sur le plan fiscal, je vous conseille, avec le risque de voir un petit peu tout ce qui est ce qu'on a vu dans d'autres webinaires sur les déclarations d'entreprise. Et si vous avez besoin de financement complémentaire à votre rapport personnel, c'est vrai que l'initiative Ventoux peut faire des apports sous forme de prêts d'honneur qui peuvent vous aider, par exemple, à acquérir je sais pas, un véhicule si vous avez des déplacements à faire ou dans les services que vous apportez, vous pouvez avoir des investissements sur lesquels vous avez des financements potentiels. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Yacine? Ça répond à ma question. D'accord, Parce que, merci. comme vous dites, il y a différents aspects. Le commercial, le côté commercial. Bah, ouais. De toute façon, à partir du moment où vous rentrez dans une démarche de création Attends, Bernard, Yacine parlait, mais on ne vous entend pas très bien, Yacine. En fait, on vous entend très très loin, c'est pour ça. Ah, pourtant le micro, il est là. Oui, pourtant, on va monter le son, mais on vous entend très très loin. C'est pour ça qu'on ne savait pas que vous parliez encore. Mais on vous écoute, allez-y. Donc, j'ai dit que sur l'aspect commercial, oui, éventuellement, j'aurais besoin de monsieur Pied. Mais par rapport donc aux démarches juridiques et des autres contraintes, j'aurais besoin du RIL. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu. D'accord. Vous avez les coordonnées du RIL pour l'accompagnement, qui, eux, ont vraiment une vision globale du projet. Non. Je vous donnerai les coordonnées. Vous faites partie des destinataires dans les emails, de toute façon. Ouais, c'est ça. Voilà, je vous mettrai les coordonnées dans l'email tout à l'heure. D'accord? Merci. Voilà, merci. Donc, c'est moins 20, Bernard. Donc, oui, on continue. Voilà, 20 minutes. Voilà, merci. Donc là, on rentre plus sur la partie opérationnelle des conditions de travail. Donc, le service à la personne a des composantes dont il faut avoir conscience parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Le premier élément que je souligne, c'est qu'il peut y avoir des aspects physiques avec des gestes professionnels. Par exemple, si les personnes qui souffrent d'un handicap ont besoin d'être portées, levées, etc. Donc, il y a des aspects physiques importants. Le deuxième élément que je voulais souligner, c'est que je l'ai déjà un peu évoqué, mais les services qui sont apportés sont dans des rythmes d'activité qui peuvent être particuliers. Donc, tout à l'heure, je parlais de contrat de travail pour les CESU. C'est vrai que c'est important de savoir à quel moment vous intervenez. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est le week-end? Est-ce que c'est la nuit? Donc, il peut y avoir des horaires décalés. Et donc, ça, c'est effectivement des contraintes particulières qui correspondent à ces métiers-là. Le troisième élément, c'est, comme on l'a dit dès l'entrée, c'est que ce sont des services qui interviennent chez les personnes. Donc, ça suppose de se déplacer. Et donc, le fait de tenir compte des composantes du déplacement, ça veut dire que vous avez du temps, vous avez des kilomètres, vous avez des frais liés au transport. Et donc, c'est important, en fonction du lieu où vous résidez, de voir quel est le périmètre autour duquel vous allez offrir vos services. Parce que, évidemment, le temps d'intervention peut être alourdi par le temps de trajet et finalement réduire le bénéfice de vos interventions. Donc, même si, bien sûr, les déplacements peuvent faire partie des charges à prendre en compte dans l'offre de prestations que vous avez, mais quand même, c'est un élément important.
Le quatrième élément que je note, c'est que les revenus sont déterminés par la durée du travail. Donc, en moyenne, vous voyez que le volume hebdomadaire moyen, il était estimé à 17% du temps, 17 heures, pardon, par semaine. Donc, c'est du temps partiel. Et donc, si vous voulez avoir une activité avec un revenu suffisant, ben, ça veut dire qu'il faut avoir un certain nombre de clients. Je viens de l'évoquer, mais le travail se fait exclusivement chez le particulier. Et puis, donc, il peut y avoir dans vos offres de services des relations contractuelles avec différents intervenants. Donc, tout à l'heure, je parlais de prestataires, mais il peut y avoir aussi des CDD ou différents CESU. Donc, tout ça, ça suppose de gérer un petit peu les contrats de travail ou les contrats de service que vous pouvez mettre en œuvre par rapport à votre métier. Donc, c'est important de considérer tout ça. Donc, ça, ce sont les aspects opérationnels. Si on passe au slide suivant, il y a des qualités qui sont liées à la nature de vos interventions. Le premier, c'est donc le sens d'adaptation, ouverture d'esprit et disponibilité. Alors, je voudrais souligner cet aspect-là parce que si vous avez une personne qui vous demande le service, elle peut avoir un degré d'autonomie plus ou moins stable, plus ou moins évolutif. Ça veut dire que les prestations que vous allez apporter, je prends par exemple quelqu'un qui a un handicap physique, une maladie qui peut être évolutive sur le plan de la santé et dont la capacité de mobilité peut se dégrader. Ça veut dire que la prestation de service que vous allez apporter en termes d'accompagnement va évoluer avec l'état physique de la personne. Donc, ça peut être des éléments qui sont importants. Autre point que je voulais donner comme exemple, vous pouvez avoir des personnes qui sont mentalement autonomes à certains moments et d'autres moments plus dépendants. C'est important d'accompagner la personne pour un service donné, mais en tenant compte de cette autonomie, de capacité de clairvoyance par rapport à sa situation. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas sur un aspect purement technique, mais il y a évidemment une relation humaine, interpersonnelle, qui fait que vous devez adapter vos services au contexte de la personne elle-même. C'est pour ça que les notions suivantes, l'écoute active, la patience, le respect des autres, ce sont des choses qui sont des mots jetés sur le papier, mais qui correspondent à des vraies conditions d'exercice de la qualité du service que vous apportez. Alors, ponctualité et rigueur, ça peut paraître un peu bizarre de noter ça comme qualité. En fait, quand vous avez une activité de service à la personne, vous créez une relation qui fait que les personnes vous attendent. Elles vous attendent à un moment précis, à une heure donnée dans la semaine. Et donc, le fait d'être rigoureux, d'être à l'heure, d'apporter vraiment de la ponctualité, c'est une relation de confiance qui est vraiment très importante pour elle comme pour vous. Pour vous aussi, parce que ça veut dire que vous pouvez aussi dire le cadrage de votre activité est important. Je change de catégorie d'observation. La maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité, ce sont des éléments importants parce que vous pouvez avoir dans vos activités des personnes qui sont plus ou moins dépendantes et notamment en termes d'hygiène corporelle, d'avoir des soucis sur ce plan-là. Donc, c'est une chose importante aussi. L'autre partie de sécurité, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent être limitées sur le plan respiratoire, sur le plan de la mobilité physique, etc.
Donc, avoir les moyens qui permettent d'intervenir dans des conditions de sécurité pour vous comme pour elle, ce sont aussi des éléments à prendre en compte dans je dirais, le cadrage de vos interventions. Prise d'initiative dans le respect des limites de sa fonction, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que la relation qui peut s'exercer entre vous et vos clients amène parfois à des demandes qui dépassent ou qui peuvent dépasser vos compétences. Donc c'est vraiment important que vous ayez un minimum de recul par rapport à ça, de façon à pouvoir dire non, je suis désolé, mais ça me dépasse. C'est plus mon domaine. Et savoir le dire sans heurter les susceptibilités, ben, c'est pas toujours évident. Donc voilà, je crois qu'il faut à la fois être flexible, comme on le dit précédemment, mais aussi savoir adapter l'offre. Hein, voilà. Et donc, là, je l'ai déjà dit, mais l'adaptation des prises en charge en fonction de l'évolution des publics. Je prends évidemment le cas inverse par rapport aux personnes âgées, des très jeunes enfants. On voit bien que les très jeunes enfants, ils grandissent vite, ils ont des capacités d'évolution rapides, et donc ben, le service aux enfants va être de nature différente selon qu'on s'adresse à des enfants de 1 an ou 3 ans, par exemple. Et puis, dernier point qui est important, on encourage toutes les personnes qui sont dans ce secteur du service à la personne à se former très régulièrement. Parce que, bien sûr, vous offrez des services qui sont de nature bien précise, mais vous verrez dans l'exercice de ces métiers qu'il y a des composantes qui sont, enfin, qui vont vous faire bouger vous-même, hein, à titre personnel. Et donc, c'est important de réfléchir et d'être accompagné. Et donc, il y a des organismes qui font des formations régulièrement. Bon, par exemple, il y a un organisme sur Avignon qui s'appelle Domino, DOM, apostrophe INO, I2NO, qui a une offre de formation régulière que je vous encourage à aller voir. Voilà. On peut terminer, s'il vous plaît. Alors, donc, je viens un peu de l'évoquer, mais je crois que c'est effectivement important de dire, ça, c'est la personne, c'est pas une activité qui est neutre sur le plan psychologique et éthique. Donc, le premier, c'est le respect et l'attention qui est due à la personne en rapport avec sa situation particulière. Moi, j'insiste beaucoup sur le respect de la personne, quel que soit son état. Je crois que je vais aller à l'extrême dans des organismes qui ne sont pas de nature à ce qu'on évoque là, mais qui est par exemple le service d'accompagnement des personnes qui sont en fin de vie. C'est pour donner une idée extrême en disant, voilà, quel que soit l'état de la personne, c'est une personne et le respect qu'on lui doit va être le point de référence en arrière-plan de votre intervention. La notion de service, c'est aussi quelque chose d'important, c'est de dire, voilà, vous avez une offre qui est catégorisée de telle ou telle manière. Comment vous pouvez l'adapter, comment vous pouvez la nuancer en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Et donc ça, je crois que c'est effectivement quelque chose qui est toujours un peu en arrière-plan de vos interventions. Je dirais que d'un point de vue commercial, quand on voit un client, quel que soit le type d'activité, une fois qu'on a fait la visite chez le client, on se prend un peu de temps pour dire qu'est-ce que j'ai appris et de quoi cette personne aura besoin la prochaine fois que j'irai la voir. C'est particulièrement vrai dans un service à la personne. Cette démarche-là un peu de décryptage de ce que vous avez offert comme service et des besoins futurs. Voilà. Et puis, le dernier élément que je voudrais souligner ici,
c'est que quand vous êtes dans une relation de personne à personne, vous ne pouvez pas éviter qu'il y ait une dimension socio-affective qui se noue. Et donc, vous n'êtes pas forcément psychologue, vous n'êtes pas forcément médecin, vous n'êtes pas infirmier, en tout cas pas tous. Mais le fait de la confiance dont je parlais tout à l'heure, le fait d'avoir une relation de personne à personne, fait que cet aspect affectif est un élément à la fois positif parce qu'il permet d'apporter des services qui soutiennent la personne sur le plan technique, mais sur le plan moral également. Mais en même temps, ce lien affectif peut vous rendre prisonnier de la personne et il faut garder une certaine distance, une certaine objectivité dans cette relation. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vous incite à faire des formations sur ces aspects-là en particulier. Voilà, je pense que la dernière partie du slide, on l'a déjà un petit peu vu, donc je ne vais pas y revenir, mais je voulais préciser un petit peu ces aspects psychosociologiques qui sont vraiment importants. Voilà, je crois qu'on n'est pas très loin de 11 heures. Si vous avez des questions ou des éléments complémentaires, n'hésitez pas. Moi, donc voilà, j'ai noté ici quelques références utiles. Il y en a bien d'autres, mais n'hésitez pas à vous renseigner. Si vous prenez du temps, vous allez voir tout ça. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est juste une présentation d'1 heure. Vous voyez qu'on ne peut pas épuiser le sujet en 1 heure, c'est clair. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec Alexandra ou avec moi-même. Donc, vous aurez mes coordonnées. Et on peut très bien imaginer de se rencontrer soit chez vous, soit à la COV, soit au RIL, pour creuser un peu plus votre projet et répondre à vos besoins. On ne t'entend pas, Alexandre. Oui, ouais, je viens de remettre le micro, pardon. Nathalie, Florence ou Yacine, voilà, si vous avez des questions, profitez-en. Bon, sinon, Bernard, après, reste à votre disposition, et moi aussi. Oui. Non, pas de questions pour moi. C'était, pour l'instant, c'est clair. Voilà, merci. Vous en êtes où vous-même de votre, par rapport à cet intérêt sur la thématique, vous en êtes où de votre projet? Alors moi, je suis venue, mon projet n'a rien à voir avec, avec ça. Je suis venue simplement par curiosité parce que je vais faire venir ma maman dans le Vaucluse parce que justement, elle a eu des petits soucis. Donc, je voulais prendre un petit peu des informations pour voir, pour préparer l'avenir en fait. Voilà. Okay, c'est plus par curiosité et puis de voir comment je pourrais concilier les deux. Voilà. D'accord, merci. Mais vous êtes dans une situation assez commune hein, de l'accompagnement des parents oui. qui malheureusement peuvent avoir des difficultés. Oui. Et pour les familles accompagnantes, oui. C'est une charge qui peut être très lourde. Oui. Et le fait de dire, voilà, sur tel ou tel domaine, je peux être accompagné, c'est vraiment important. Donc, je vous renvoie à la liste des 26 activités qui ont été évoquées en disant, voilà, par rapport à ces éléments-là, où est-ce que mon besoin pourrait être ciblé. Alors moi, c'est vrai, ce qui m'a interpellée, c'est le CESU, oui. Voilà, le contrat aide familiale. Parce que bon, ma maman n'est pas handicapée, hein, mais elle aurait peut-être besoin d'être déchargée de certaines choses, comme aller lui faire les courses, ou peut-être plus tard lui préparer des repas, lui tenir compagnie, la promener. Voilà, ça demande du temps. Et si je me retrouve avec un emploi conséquent, ça serait difficile pour moi de gérer et mon temps de travail et mon temps avec ma maman. Donc c'est pour ça que je viens tâter le terrain de comment... vers où je pourrais aller, en fait, comment organiser tout ça. Voilà.
Si je puis me permettre une petite remarque, madame, si vous avez la possibilité de vous retourner vers le conseil départemental ou vers votre caisse ou la caisse de votre maman, la caisse de retraite, pour savoir à quelles aides vous pouvez prétendre et notamment faire un bilan de perte d'autonomie de votre maman qui peut éventuellement vous donner, enfin lui donner des droits à l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie dont on parlait tout à l'heure, et qui peut permettre de prendre en charge les heures d'intervention d'une aide à domicile, d'une aide ménagère, ce qui peut peut-être vous soulager. D'accord. Et le bilan de perte d'autonomie, c'est auprès de la caisse de retraite qui doivent… Enfin, comment je m'adresse? Vous pouvez télécharger sur le site du conseil départemental du Vaucluse, vous pouvez télécharger un formulaire pour commencer à le remplir et aller voir votre médecin traitant qui doit attester de l'état de perte d'autonomie de votre maman. Il faut savoir que le délai d'instruction pour une demande d'allocation personnalisée à l'autonomie, ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Donc, c'est vrai qu'il faut anticiper ce genre de démarche pour pouvoir après avoir les aides nécessaires. Mais si vous allez sur le site du conseil départemental du Vaucluse, si vous habitez dans le Vaucluse, vous pouvez télécharger un formulaire et pouvoir le remplir. Mais après, il va y avoir la visite d'une conseillère en charge de l'APA qui viendra à domicile attester des difficultés ou pas de votre maman en fonction de certains critères. D'accord, c'est très clair. Merci. Après, si vous souhaitez d'autres renseignements, n'hésitez pas, on prend contact par téléphone et on vous met en relation avec d'autres personnes ou d'autres structures. Génial, merci. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Florence, on ne vous voit pas, mais est-ce que peut-être vous avez une question ou une information à donner? Non. Bon. Écoutez, on a terminé pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, notre prochain webinaire se déroulera la semaine prochaine sur l'hébergement touristique, reprendre ou créer un hébergement touristique. Bon, c'est sûr que la saison ne s'y prête pas encore, mais enfin, par rapport au contexte, mais il faut espérer. Et ensuite, on aura 2 thématiques qui peuvent intéresser tout type d'entrepreneurs. C'est d'être entrepreneur engagé et responsable dans la manière de gérer son entreprise et la thématique sur l'implantation. Voilà, on peut commencer chez soi, mais on peut aussi aller jusqu'à créer une entreprise, enfin une usine. Oui, Yacine? Pour creuser plus sur le domaine de la personne, voilà, j'aimerais entrer en contact avec vous. Je bute un peu sur les différentes, sur les aspects surtout juridiques et creuser un peu plus sur les différents créneaux des services à la personne. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, est-ce que je dois avoir votre numéro de téléphone? Je vais vous appeler si vous voulez. D'accord? On peut faire ça. Merci. Ok, voilà, ça sera plus simple. Comme ça, on traitera votre demande directement. Voilà. Écoutez, merci Bernard, merci Nicole, merci Claire pour vos interventions. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci Yacine, merci Nathalie, et merci Florence pour votre participation. À bientôt. Merci. Merci à toi. Merci, au revoir.